National. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. De la réaction de la base de l'UDPS par rapport au discours de M. Kabila. Il s'en suivra un jeu de questions-réponses et au cours de ces réponses, les deux hauts cadres du parti ici répondront clairement à vos préoccupations. C'est ainsi que je remets la parole à M. le secrétaire général adjoint pour vous faire l'économie du contenu de la réaction de l'UDPS par rapport au discours de M. Kabila. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Je m'en vais d'abord saluer messieurs de la presse pour leur présence aujourd'hui dans ces lieux. Nous commencerons d'abord par la situation du parti, c'est-à-dire que nous parlerons de l'activité qui est prévue pour ce 21. Vous savez, il y a près d'un mois, Monsieur de la presse, vous avez été convié à un autre point de presse par certains hauts cadres du parti pour annoncer le désaveu de la base de Kinshasa, du moins la grande majorité, par rapport au secrétaire général Mavungu. Étant donné que le président est encore convalescent à l'extérieur, nous nous chargeons aujourd'hui, nous qui sommes membres du bureau, c'est-à-dire secrétaires généraux adjoints et certains secrétaires nationaux, de prendre maintenant la relève et de travailler en oubliant ou en exerçant nos prérogatives statutaires. C'est-à-dire que pour nous, étant donné que le secrétaire est désavoué, il ne compte plus dans les autres activités que nous allons organiser. Voilà pourquoi nous avons choisi ce dimanche qui marque le 3e anniversaire, je crois, de la prestation, de la prestation du président national de l'UDPS qui a été élu en 2010. Vous savez très bien, 2011. Vous savez très bien qu'il avait prêté serment le 23, mais compte tenu du jour du 23 qui tombe un mardi, nous avons essayé de ramener ce jour le 21 pour faire un grand meeting. Un meeting qui parlera de l'UDPS essentiellement et des activités que nous allons mener après. Après cette précision, nous passons au deuxième point qui est la réaction de la base de l'UDPS relative au discours de M. Joseph Kabila du 15 décembre 2014 devant le Congrès sur l'état de la nation. Je crois que tout le monde l'a suivi. Il est de plus que normal. L'UDPS, les combattants de l'UDPS devraient réagir par notre voix. Surtout que vous savez que ce pouvoir nous a été volé à la population. Il faut impérativement réagir. D'ailleurs, nous réagirons coup par coup. Chaque fois qu'il y aura, nous allons essayer de vivre comme dans tous les pays démocratiques. Chaque fois, nous aurons à réagir. Nous aurons à vous inviter sur toute la situation du pays. On ne laissera pas une seule situation passer sans la réaction de l'UDPS. Et ainsi, nous allons renouer avec les fondamentaux de l'UDPS, la ligne politique de l'UDPS. Nous allons renouer avec pour ne pas laisser le peuple entre les mains des charlatans. Nous passons à la lecture de cette réaction. Réaction de la base de l'UDPS relative au discours de M. Joseph Kabila du 15 décembre 2014 devant le Congrès sur l'état de la nation.
M. Joseph Kabila a prononcé le 15 décembre 2014, en vertu de l'article 77 de la Constitution, un discours sur l'état de la nation, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Comme à l'accoutumée, M. Joseph Kabila mélange pêle-mêle dans cet exercice découlant d'une obligation constitutionnelle, l'état de la nation, c'est-à-dire la physionomie exacte et précise de la nation avec un discours de début de mandat qui égrène une projection des actions à entreprendre alors qu'il préside depuis 13 ans aux destinées du pays. Pour rappel, l'année dernière, lors du même exercice, M. Joseph Kabila avait pris un certain nombre d'engagements à réaliser dans tous les domaines de la vie nationale. Devant ces deux invités de marque, à savoir M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Mme Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, rien de tout cela ne lui revient plus en mémoire, comme ce fut également le cas des fameux 5 chantiers, dont aucun bilan n'a jamais été dressé depuis 2006. Mais, comme le peuple congolais n'est pas comme n'importe quel peuple, il peut se permettre sans peur d'être contredit par ce peuple, d'affirmer péremptoirement que l'état de la nation est globalement bon en 2014. Examinons à titre illustratif certains points saillants de ce discours. 1. S'agissant de la paix et du désengagement des forces de la MONUSCO, le peuple congolais, qui n'est pas n'importe quel peuple, peut se rappeler que, avant le triste avènement de l'AFDEL, dont M. Joseph Kabila est l'héritier principal, la République démocratique du Congo était en paix sur toute l'étendue, malgré la présence sur son sol des FDLR Interahamwe, des ADF Nalu dans le versant de Rwenzori et même des Mbororo dans les territoires de Dungu et Farage. Les différentes vagues de brassage, de mixage opérées par le pouvoir AFDEL ces 15 dernières années à l'est du Congo pour produire ce qui est appelé aujourd'hui amnistie, puis inséré dans cette armée sans aucune précaution d'usage, le maintien sous les tentes, ainsi de suite, et où des massacres, viols, mutilations sont impunément perpétrés en ce moment précis. Par ailleurs, la complaisance du pouvoir de Kinshasa envers certains amis d'hier, mécontents de leur sort actuel, traduit par le laxisme de l'impunité et explique le désordre qui règne présentement au Nord Katanga, où l'on dénombre plus de dizaines de milliers de déplacés internes vivant dans des conditions indescriptibles. Monsieur Joseph Kabila, qui a prétendu à chaque élection avoir été le pacificateur du Congo, on ne sait pas par quelle baguette magique, devrait au moins clarifier cette situation qui, à y voir de très près, peut cacher un autre agenda, car la résurgence dans des fréquences régulières des conflits armés à l'est du Congo et la façon dont chaque fois certains braves soldats congolais sur terrain sont soit mutés, demandaient légitimement recevoir des réponses lors de discours sur l'état de la nation. Dans tel décor ainsi planté, le désengagement de la MONUSCO, tel qu'exigé par M. Joseph Kabila, ressemble à une manœuvre objecte visant à écarter du terrain des opérations toute possibilité de témoignage neutre, crédible et efficace sur les conséquences de l'insécurité en termes de violation des droits humains et des massacres, qui auraient encore de beaux jours devant eux dans cette partie du pays. S'agissant du gouvernement dit de cohésion nationale,
l'UDPS avait fustigé en janvier 2011 la modification. Cette modification a été reconnue avant son avènement potentiellement antidémocratique, car chronique comme le Congo, en se contentant d'une majorité relative, d'une petite légitimité reçue de vote d'une seule, un leader de grande notoriété et envergure nationale peut échapper à ce risque dans un scrutin présidentiel en un seul tour. Ainsi donc, autour de sa personne, en utilisant les méthodes de débauchage déshonorants, traduit clairement d'une part, l'UDPS ne pouvait donc pas conforter une supercherie en participant à un quelconque gouvernement dit de cohésion nationale, politiquement inutile et constitutionnellement inapproprié, surtout qu'il n'existerait pas de crise politique au Congo. Et donc, comme il n'existe pas de crise politique, même le dialogue sollicité servirait à quoi? S'agissant du processus électoral, les élections constituent le mécanisme pourvoyeur de la légitimité des dirigeants. Elles sont par conséquent une des conditions de la paix. Elles sont donc plus importantes que certaines routes rafistolées prétendument de la révolution de la modernité que Joseph brandit. Malheureusement, après le hold-up électoral survenu lors des élections de 2011, la réforme qui devait ramener le climat de confiance entre le peuple et les élections comme mode démocratique de désignation des animateurs des institutions publiques n'est manifestement pas celle qui a conduit à la nomination des actuels dirigeants de la CENI, plus particulièrement à la tête de cette institution. En effet, les irrégularités qui ont opposé l'Église catholique au pouvoir en place dans la désignation du président de la CENI, la gestion chaotique de ce dernier lors des premières élections en 2006, qui se sont soldées par une guerre en plein Kinshasa, causant plus d'1 millier de morts, le conflit d'intérêts découlant de ses fonctions antérieures auprès de Kabila, tout cela n'autorise personne à lui faire objectivement confiance. Le prélat catholique le sait pertinemment bien, mais comme d'habitude s'entête fort du soutien lui accordé par Joseph Kabila, son mentor et bénéficiaire de sa nomination contestée. C'est ainsi que Joseph Kabila vient de répondre en lieu et place de la CENI sur une exigence minimale formulée par la communauté nationale et internationale, à savoir produire un calendrier global des élections. Désormais, il est clair que pour le président de la CENI, il n'y aura pas de calendrier global à présenter dès lors que M. Kabila vient de déclarer que les élections se dérouleront selon le calendrier partiel tel que présenté jusque-là par la CENI et qui reste muet sur l'élection présidentielle. Il a prolongé lors de son discours à la nation l'année dernière le mandat du Sénat ainsi que celui des assemblées provinciales, en violation de l'article 105 de la Constitution, car l'attente de l'installation du nouveau Sénat qui justifierait, parce que l'impérium peut intervenir à tout moment, tout sera mis en œuvre par la base de l'UDPS pour y parvenir. En ce qui concerne la gouvernance économique appauvrissante, qui est le reflet d'une mauvaise politique en la matière, le défi n'est certainement pas, comme le prétend M. Kabila, celui d'attirer, car le modèle économique actuel de prédation des ressources naturelles
revenus confisqués par un clan. En la révision demandée, la révision demandée ce 15 décembre 2014 du bout des lèvres par M. Joseph Kabila, mais plutôt l'abrogation. Vous avez demandé l'abrogation pure et simple du code minier, ainsi que celle du code forestier, qui sont ni plus ni moins des richesses de la République démocratique du Congo. Il n'est donc pas acceptable, par exemple, qu'1 million de tonnes de cuivre produit une ambition légitime d'un grand pays. Aucune sécurité stable ne peut être garantie à tous les Congolais. La prédation demeure le socle du modèle économique, tandis que le maintien à tout prix au pouvoir est devenu son obsession au point d'écarter toute possibilité d'alternance. Quelle garantie avons-nous qu'une rupture avec l'idée congolaise de la politique est possible avec les mêmes hommes et les mêmes femmes, qu'un renouveau de l'intelligence politique peut être enclenché, ici et maintenant, en vue de l'essor effectif de notre pays? Le pouvoir de Joseph Kabila ne peut engendrer une telle élite qui fait cruellement défaut. L'année 2016 est la date limite pour mettre fin à ce long calvaire. Fait à Kinshasa, le 16 décembre, M. Aimé Ilunga, secrétaire général adjoint chargé de l'inspection et ressources humaines. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre attention. Mesdames, correspondant de la télévision canadienne, je voudrais savoir par rapport à la MONUSCO, dans le discours du chef de l'État, qu'est-ce que vous reprochez? Parce qu'ils sont plus de 20 000, ils ne font rien. Ils sont là, la population est en train toujours d'être tribunée. Les gens sont en train de mourir. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse réduire? Vous craignez quoi derrière la réponse ou les attentes du chef de l'État qui voulait c'est qu'on puisse réduire pour faire partir les éléments de la MONUSCO, les casquettes en RDC? Et la deuxième préoccupation, je voulais savoir, à travers votre meeting, quel est le message que vous voulez apporter à la population aujourd'hui? Cette population qui souffre, qui meurt sans que quelqu'un vienne à son secours. Et s'agissant du calendrier global que vous exigez, vous avez suivi la réponse du président de la République devant les deux chambres réunies en congrès. Il a dit clairement que c'est la CENI qui va s'en occuper. Donc l'UDPS ne se retrouve pas dans cette vision. J'ai dit. La MONUSCO a été invitée ici en RDC. C'est suite à un accord international dans le cadre des accords de Lusaka que l'État congolais en son temps, jusqu'à présent, n'était pas en mesure de garantir la sécurité de ses concitoyens. 2. Il y a eu la présence des Interamouins, je crois, et de FDLR, FDLR et ADF Nalou. C'est suite à cette insécurité et suite à l'impuissance de l'État congolais qu'ils ont été invités à aider l'armée congolaise. Que pourriez-vous dire aujourd'hui avec tout ce qui se passe à l'Est? Vous avez appris aujourd'hui sur RFI qu'il y a eu un avion cargo qui a pris 123 M23. On les a amenés de Entebbe, où c'est? Jusqu'au Bas-Congo. Qui connaît la vraie origine de ces M23? Qui les maîtrise?
Nous constatons tout simple, aujourd'hui, vous avez suivi encore sur RFI, que l'armée congolaise FARDC ont interdit à la MONUSCO d'aller enquêter dans un village où il y a eu des massacres de 50 concitoyens. Vous avez suivi vous tous. Pourquoi interdire à la MONUSCO d'aller jusque dans les coins où il y a des massacres? Aujourd'hui, l'État congolais, dans l'état actuel des choses, est incapable, mes chers amis, est incapable. D'ailleurs, vous avez suivi vous-même, quand chaque fois il y a un officier congolais qui essaye de faire quelque chose, soit il est empoisonné, quand chaque fois il essaye d'amener, de pousser les amis d'hier de M. Joseph Kabila, cet officier militaire, s'il n'est pas empoisonné, il est canardé soit par des roquettes et ça s'arrête là. Donc nous pensons qu'à l'état actuel, chasser la MONUSCO, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des témoins gênants dans tout ce qui se passe. Vous savez aussi que la plupart des officiers militaires sont en connivence avec les rebelles. Vous avez appris du rapport de la MONUSCO, de la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous rassurer, vous, tel que vous êtes là, que notre armée, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, peut sécuriser, vous sécurisez d'abord vous, journalistes, et nous sécuriser tout le monde, nous et nos biens. Nous ne pensons pas cela. Nous croyons par contre que, bien sûr, ce sont les missions régaliennes d'un État. Mais comme nous ne sommes pas capables, étant donné que, d'abord, les institutions elles-mêmes mises en place sont illégitimes, n'ont plus confiance, le peuple n'a plus confiance à ça, que ce soit l'armée, il est de bonne guerre que la MONUSCO reste jusqu'à ce que la situation va se stabiliser. Tous les jours nous apprenons, je crois vous le savez, des massacres à l'Est. Tous les jours. Où se trouve l'armée congolaise? Où se trouve l'armée congolaise? Tous les jours ici, à Beni. Et imaginez-vous le retrait maintenant de la MONUSCO. Le retrait tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on cache derrière le départ de la MONUSCO. On ne veut plus qu'il y ait des témoins gênants. Et je vous assure, les Mororos sont là depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'on a fait des Mororos? Aujourd'hui, nous avons au nord Katanga, les Katakatanga. Ça vient d'où? Vous comprenez? Ce que nous disons par contre que le départ de la MONUSCO, c'est que c'est un témoin gênant qu'on n'a pas besoin par le pouvoir en place. Et dès le départ, chers amis, ils vont maintenant faire du n'importe quoi dans notre pays. C'est comme ça que nous, par contre, nous disons que il faudrait que cette MONUSCO, malgré tout ce que vous pouvez dire, mais nous sommes incapables, nous. Voilà pourquoi la MONUSCO est venue. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu la brigade d'intervention. Il n'y a pas une année, cette brigade est arrivée. Vous comprenez? Mais c'est justement pour ça, parce que nous sommes incapables, avec un pouvoir qui n'a plus confiance, et les institutions qui ont carrément démissionné. Et nous pensons que cette MONUSCO doit rester. Pour nous, il a droit au repos, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez qu'il a droit au repos aussi? Nous voyons tous les présidents du monde, après un certain mandat, une année, ils vont un peu se reposer, ils prennent du temps, ils se reconstituent. Et pourquoi pas notre président? Depuis qu'il était arrivé en 2010, n'est-ce pas, national? Le président n'a pas pris de repos, pas un seul moment de repos. Vous comprenez? Il était tout à fait normal, à un certain moment, qu'il prenne son repos. Le président est en repos en Europe. En tout cas, sur le plan santé, il va bien. On sait qu'il est un peu convalescent, mais ça va. Ça va, il marche, il mange, ça va. Il est en train de prendre son repos suffisant pour... D'ailleurs, d'ici là, il va revenir. Vous savez ça, hein? Il revient d'ici là pour que nous reprenions la lutte. C'est comme ça que nous voulons, avant qu'il ne revienne, qu'il nous trouve déjà sur terrain. Vous comprenez ça? Parce qu'il nous a créé, il nous a formés pour que... Il nous a formés. Nous avons été formés. L'UDP, c'est toute une école. Notre chef nous a formés. Pas pour qu'on reste pleurnichant. Sur terrain.
d'ici peu, il sera avec nous. Nous savons qu'il est un peu convalescent. C'est tout à fait normal. C'est un homme. Il doit prendre du repos. Il doit se reconstituer. Et pour revenir s'occuper de sa lutte, n'est-ce pas? Hein? Ne vous en faites pas, chers amis. D'ici là, il sera avec nous en pleine lutte qu'il nous trouve sur le terrain. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui là. Nous serons à Kamina le 21 et à 15h. Et au mois de janvier, chers amis, hein? Au mois de janvier, nous reprenons le bâton. Et nous ici, étant donné que le secrétaire général Mavunga a été désavoué, nous allons prendre maintenant le bâton de Pelé, n'est-ce pas? Hein? Oui. Et on va nous trouver devant. International. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com.